Dans cette séquence, nous allons parler des caractéristiques des matières protéiques végétales, de leur source jusqu'à leur mode d'extraction. Actuellement, les principales sources de protéines végétales disponibles sur le marché sont relativement restreintes. Les matières premières principales font partie des familles de légumineuses, de céréales ou de tubercules. Les plus connues sont les graines de protéagineux, comme le pois, le lupin ou la févrole, et les graines oléagineuses, dont le représentant majeur est le soja. Les protéines de céréales, comme celles du blé et du maïs, sont également exploitées. Et assez récemment, les protéines de pommes de terre sont devenues disponibles en alimentation humaine. Beaucoup de ces matières protéiques végétales, comme celles issues du pois ou des céréales, résultent d'une valorisation des coproduits de l'industrie amidonnière. Enfin, on peut noter l'émergence de nouvelles sources protéiques comme le colza, le riz, le chanvre ou encore les microalgues. Selon la norme générale du Codex Alimentarius, la teneur en protéines doit être supérieure ou égale à 40% pour que le produit ait droit à l'appellation matière protéique végétale. Le gluten de blé doit avoir une teneur minimale en protéines de 80%. Quant au soja, le pourcentage varie selon qu'il s'agisse de farine, entre 50 et 65% du pois sec, de concentrat, entre 65 et 90% du pois sec, ou d'isolat, au moins 90% du pois sec. Avant de parler plus en détail des protéines végétales, faisons un rappel général de la structure des protéines. Comme vous le savez sans doute, les protéines sont composées d'un enchaînement de plusieurs dizaines d'acides aminés. Ces derniers sont au nombre de 20, dont 8 sont essentiels. Ces acides aminés sont de différentes natures, plus ou moins chargés, polaires ou apolaires. Certains, comme la cystéine et la méthionine, contiennent du soufre. La séquence d'acides aminés d'une protéine est appelée structure primaire. Résultant de liaisons hydrogène intrachaîne, les structures secondaires sont connues sous le nom de feuillet bêta et d'hélice alpha. La structure tertiaire correspond au repliement du polypeptide sous l'effet de forces d'attraction hydrophobes, la surface de la protéine restant, elle, majoritairement hydrophile. Enfin, la structure quaternaire représente l'assemblage de plusieurs sous-unités polypeptidiques, éventuellement hétérogènes. Ces sous-unités y sont associées par des liaisons non spécifiques, de type électrostatique ou hydrophobe, et quelquefois par un pont covalent disulfure entre deux résidus cystéine. Au début des années 1920, une classification, dite classification d'Osborne, a permis de différencier les différentes familles de protéines végétales sur la base de leur solubilité. Ainsi, il est possible de distinguer la famille des albumines, protéines prioritairement extractibles dans l'eau, la famille des globulines, protéines solubles uniquement dans les solutions salines et loin de leur pH isoélectrique, et la famille des prolamines et des glutélines, insolubles dans l'eau, ou bien partiellement solubles dans les solutions hydroalcooliques pour les premières et dans des solutions très acido-basiques pour les secondes. Rappelons que ces protéines, présentes dans la graine sous forme de corpuscules protéiques à l'état très confiné, sont très souvent des protéines de réserve, c'est-à-dire qu'elles vont être source d'atomes de carbone, d'azote et de soufre lors de la germination de la graine et du développement du plantule. La famille des albumines est souvent désignée 2S, ce qui correspond à une valeur de coefficient de sédimentation qui est fortement reliée au poids moléculaire de ces protéines. Les albumines végétales peuvent jouer soit un rôle de réserve, soit un rôle biologique, voire les deux pour la plante. Ces protéines ne sont pas uniques et vous pouvez observer la structure et les caractéristiques de quelques-unes d'entre elles dans le tableau à l'écran. Par exemple, la fraction PA2
majoritaire pour le poids, est constituée de deux sous-unités de 26 kilodalton associées par liaison de faible énergie. Cette protéine possède un rôle biologique encore inconnu. On retrouve souvent dans l'extrait aqueux d'albumine des enzymes, par exemple la lipoxygénase, des inhibiteurs de protéase et d'autres facteurs antinutritionnels, exemple les lectines, qui sont souvent jugés indésirables. La famille des globulines, classées 7S ou 11S selon leur poids moléculaire chez les légumineuses, sont des protéines généralement de plus grande taille par rapport aux albumines et contiennent relativement peu d'acides aminés soufrés. Ces protéines ne jouent qu'un rôle de réserve. Voici ici un exemple chez le pois et chez le soja de globulines 11S et 7S assez comparables. Chez le pois, la protéine de structure hexamérique 11S, constituée de 6 sous-unités de 60 kilodalton environ, s'appelle légumine. Les protéines 7S sont trimériques, avec une majorité de vicilline et une fraction plus restreinte de convicilline. Leurs homologues 11S et 7S chez le soja s'appellent respectivement glycinine, bêta-conglycinine et gamma-conglycinine. Notons, plus particulièrement pour les globulines 11S, exemple la légumine de pois, que l'état oligomérique dépend du pH. La forme hexamérique native n'existe que pour des pH compris entre 7 et 9, et les sous-unités de la protéine se dissocient au-delà. Pour la dernière famille, issue de la classification d'Osborne, on peut citer d'abord comme exemple le gluten de blé, qui est composé de gliadine, famille des prolamines, et de gluténine, famille des glutélines. La protéine majoritaire du maïs est la zéine, qui fait partie de la famille des prolamines. Sa structure est constituée d'une majorité d'hélices alpha. Cette famille de protéines est très riche en acides aminés soufrés et les molécules sont capables de s'associer par des ponts disulfures intra- ou intermoléculaires, ce qui en fait leur fonctionnalité, par exemple dans la pâte à pain à base de farine de blé. En raison de leur caractère insoluble, les industriels ont développé des hydrolysases fonctionnelles par voie enzymatique, ce qui permet de diversifier leurs usages. Dans ces deux tableaux, vous pourrez découvrir la composition de quelques graines de légumineuses et les proportions correspondant aux différentes familles de protéines. En moyenne, la teneur en protéines des graines varie de 20 à 30%, ce qui est inférieur à celle du soja qui, elle, dépasse 35%. On peut également remarquer la faible teneur en lipides des graines, qui, hormis dans le cas du pois chiche, ne dépasse pas 2%. On rappelle que pour le soja, la teneur en lipides avoisine les 20%. Enfin, on remarquera que la famille majoritaire de protéines est celle des globulines. La fraction d'albumine peut dépasser 30% chez le pois, mais ne représente seulement que quelques pourcents chez le soja. Les protéines insolubles, quant à elles, ne représentent qu'environ 10% des protéines totales. Il existe deux modes d'extraction permettant d'obtenir une matière protéique végétale enrichie en protéines. La première est une voie sèche, qui permet d'obtenir des concentrats protéiques. Il s'agit, après obtention d'une farine, par exemple à partir de graines de légumineuses, de réaliser une turboséparation qui permet de séparer selon leur densité dans l'air les particules riches en protéines des particules riches en amidon. Ainsi, le taux protéique de la fraction enrichie en protéines peut dépasser 60%. La voie humide, appliquée industriellement à la farine de soja ou de pois, consiste à réaliser une extraction par voie aqueuse au point isoélectrique des protéines. Les protéines, extraites de la farine en milieu légèrement alcalin, sont en effet précipitées autour d'un pH 4,5-5, puis remises en suspension à pH neutre et séchées par atomisation. Cette opération permet d'obtenir un isolat à environ 90% de protéines.
Les protéines récupérées sont constituées essentiellement de globulines, puisque les albumines restent solubles au pH acide et sont éliminées comme effluents. Une alternative, encore peu utilisée dans l'industrie, est la concentration de l'extrait protéique initial par ultrafiltration. Cela permet d'améliorer le rendement d'extraction, car la technique de filtration permet de récupérer une grande partie des albumines. À titre d'exemple, nous présentons ici le profil électrophorétique d'un isolat de poids, issu d'une extraction par voie humide à partir de farine brute ou bien délipidée par solvant. L'effluent contenant les albumines a aussi été caractérisé. Précisons que l'électrophorèse a été réalisée en conditions dénaturantes et que donc toutes les sous-unités ont été dissociées, y compris celles associées par un pont disulfure. Ces profils montrent toute la complexité associée aux protéines végétales. Dans la fraction globuline, nous retrouvons la sous-unité de conviciline de 71 kDa et la sous-unité de légumine dissociée elle-même en deux polypeptides, L-alpha de 40 kDa et L-bêta de 20 kDa, reliés alternatifs par un pont disulfure. Sinon, on peut constater que la viciline est constituée de plusieurs polypeptides de différents poids moléculaires, tous issus d'une sous-unité mère de 50 kDa, et qui résultent d'un clivage post-traductionnel lors de la maturation de la graine. Dans la fraction albumine, on retrouve majoritairement les sous-unités de PA2 et de PA1, la lipoxygénase et la lectine de poids. On peut constater également que la délipidation avec l'éthanol permet de purifier la fraction majoritaire de PA2. Comme conclusion de cette séquence, rappelons que l'offre actuelle en termes de protéines végétales est dominée par le soja, dont la composition équilibrée en lipides, protéines et glucides autorise soit la préparation directe d'aliments complets, voire fermentés à partir de la graine, soit son fractionnement d'une multitude d'ingrédients. Il s'agit donc d'un exemple à suivre pour les autres sources de protéines végétales, avec certainement quelques adaptations.